archives avaient recueilli des documents privés relatifs à la Première Guerre mondiale, comme on a l'habitude de recevoir au fil des mois et au fil des années des archives privées. Mais le rythme sur ce thème particulier de la Première Guerre mondiale s'est bien accéléré depuis 2014, il faut le reconnaître. Et il ne cessera certainement pas le 12 novembre 2018, pour preuve, par l'intermédiaire de l'Association des Amis des Archives de la Haute-Garonne, les AD, les archives départementales, se sont vues proposer un ensemble de 500 vues stéréoscopiques sur la Première Guerre mondiale. Alors, il y a une petite remarque que je voudrais faire, c'est que le choix a été laissé aux particuliers soit de remettre les documents originaux aux archives départementales, municipales ou aux bibliothèques. Mais dans la majorité des cas, ces documents n'ont été que prêtés le temps de leur numérisation. Cela signifie que pour ces particuliers, dans leur très grande majorité, il n'était surtout pas question de se défaire de ces traces physiques laissées par un ancêtre qui avait éventuellement disparu sur le champ de bataille. Donc on voit qu'on touchait là vraiment un attachement viscéral à cette mémoire familiale. Et on constate aussi une volonté très forte de continuer de transmettre ces traces matérielles aux générations qui vont suivre. Bon, cela n'enlève rien à la générosité du geste, bien entendu, puisque ces particuliers ont voulu partager avec un très large public leurs souvenirs familiaux par le biais de la numérisation. Alors, nous avons recueilli des sources très diverses qui ne concernent pas nécessairement le département de la Haute-Garonne, ce qui, pour nous, constitue une originalité, puisque vous savez que pour des archives départementales, mais bon, pour des archives municipales, ce sera la même chose, pour les archives départementales, ce qui nous importe, c'est de recueillir des documents d'intérêt local. Et quand un particulier, quand une association nous propose des documents qui concernent un autre département, nous avons coutume d'orienter ce particulier ou cette association vers le département plus directement intéressé ou la commune plus directement intéressée. Ce n'est absolument pas ce principe qui a été appliqué pour la grande collecte, puisque évidemment ça n'était pas cet esprit-là. Disons que les descendants des poilus se sont manifestés, on n'allait pas les renvoyer au lieu d'origine de leur ancêtre, bien évidemment, et en quelque sorte, je dirais que ça illustre aussi le grand brassage qui s'est fait pendant la Première Guerre mondiale, puisque peu importait l'origine des hommes, ils étaient tous dans la même galère. Je dirais que pour les services d'archives ou pour les bibliothèques, c'était la même chose, peu importe l'origine des poilus dont on nous portait les traces. Ce qui en revanche était très important, c'était de rendre un service de préservation et de partage de cette mémoire familiale. Alors, pour en arriver aux résultats qui sembleront une goutte d'eau finalement, ça dépend de quelle manière on considère les choses. En 4 ans, 70 donateurs nous ont contactés et nous ont prêté des documents pour que nous les numérisions. Ces donateurs viennent, je dirais que l'origine des poilus, concernée justement par les documents qui nous ont été prêtés, l'origine des poilus est pour un quart de la région Occitanie et pour une dizaine du département de la Haute-Garonne. Pour tout le reste, donc je dirais pour les 3/4 des prêts qui ont été faits, les poilus étaient originaires d'autres régions. En document écrit, ce que cela signifie pour nous, c'est que nous avons 9000 images numériques, en tout, 9000 images numériques de documents manuscrits et plus de 2000 documents photographiques. Alors, je dis que c'est une goutte d'eau par rapport, très certainement, par rapport au nombre de combattants, par rapport au nombre de combattants de la Haute-Garonne, mais
une goutte d'eau aussi, très certainement, par rapport à tout ce qui doit rester dans les greniers. En même temps, pour les archives départementales, d'après notre expérience de collecte d'archives privées, ça nous fait grosso modo 20 propositions, 20 propositions par an, ce qui montre le succès que cela a pu représenter, surtout si on le multiplie, si on y ajoute les archives municipales de Toulouse, si on y ajoute la bibliothèque municipale de Toulouse, et si l'on considère que dans chaque département français, le même type d'opération a été mené. Alors, il nous reste 5 minutes, c'est ça? Oh. Alors, je dirais très rapidement. Des documents écrits, de la correspondance, malheureusement essentiellement de la correspondance active, c'est-à-dire qu'on n'a pas la correspondance passive de ces poilus et on sait pas trop. Enfin voilà, on n'a pas la correspondance passive. On peut supposer qu'ils s'en sont débarrassés à l'occasion, je ne sais pas moi, de leur changement d'affectation. Ils ont préféré alléger leur pactage. Des carnets de guerre et aussi des documents sur la vie des soldats. Pour ce qui est des documents iconographiques, donc ce sont des photographies, enfin des tirages papier, des cartes postales, des plaques de verre, etc. etc. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des photographies privées prises par les soldats, mais il y a aussi des publications commerciales, des documents photographiques qui étaient vendus. On peut aussi parler des objets, même si ça n'est pas la mission des archives que de collecter des objets. On a eu l'occasion justement d'en photographier un certain nombre et je m'arrêterai là avant de conclure. Donc, il n'y a rien eu d'exceptionnel qui nous a été remis à l'image des carnets de Bartas ou de Richert, mais je dirais que c'est l'accumulation qui vaut la peine, comme je l'ai dit tout à l'heure. C'est l'accumulation de tous ces documents privés qui importe. Pour l'archiviste aussi, on a vu des particuliers franchir pour la première fois le seuil des archives et découvrir la mission de ces services, qui est de préserver et de mettre à la disposition du public le plus large. Et du point de vue de l'archiviste aussi, je dirais que cela nous a donné des idées pour collecter sur d'autres thèmes, comme récemment nous l'avons fait sur mai 68 et comme nous avons l'intention de le faire pour la Retirada en début d'année prochaine. Je vous remercie. Alors, après la collecte, le problème de la publication. Les deux documents que vous avez là sont tout à fait intéressants et ils évoquent le rôle de la Fédération audoise des œuvres laïques, qui avait déjà publié des extraits de Bartas avant de confier à Maspero, qui a également publié d'autres témoins, notamment à gauche, un autre audois, Léopold Noé, qui était exactement dans le même régiment que Bartas, ce qui permet aussi de confronter les deux textes et de voir qu'ils sont tout à fait identiques l'un et l'autre. Cette carte postale de Léopold Noé à son fils est très intéressante parce que, je dis toujours, elle représente deux soldats. Deux poilus, mais un vrai et un faux. Le faux, d'abord, c'est celui qui est sur l'image. Il est photographié dans un studio parisien et regardez ses bottines. Bon, visiblement, il ne sort pas de la boue des tranchées. Par contre, le vrai poilu, lui, c'est celui qui a pris la carte, qu'il a personnalisé en remplaçant le mot bon souvenir, par le mot mauvais souvenir. Alors là, vous avez le vrai poilu. L'autre de l'autre côté, c'est un autre audois, encore la Fédération audoise des œuvres laïques, bien entendu. Il s'appelle Xavier Chaïda, c'est un cavalier, et c'est son petit-fils qui a décidé qui a poussé à la publication du texte de son grand-père, et qui plus tard, d'ailleurs, a édité un timbre particulier dans la série du timbre à moi, le timbre à moi, comme d'ailleurs l'association des amis de Jaurès a fait éditer un timbre représentant Jaurès, et dont l'association et les membres se servent pour affranchir leurs lettres, car ces timbres sont absolument officiels, tout à fait reconnus par la Poste. La publication se fait
peut se faire sous diverses formes. D'abord, à gauche, vous avez une publication des Amis des archives de la Haute-Garonne. Il s'agit du texte d'un prêtre de Fronton, donc un Haut-Garonnais, et c'est normal que les archives locales les aient publiées. L'autre, c'est ce que j'appellerais un livre édité par Piété familiale. Le père d'Henri Faget, qui s'appelait Maurice, a fait la guerre de 14 dans les territoriaux. C'est-à-dire qu'il a un peu combattu, mais pas beaucoup. Les territoriaux, d'ailleurs, n'auraient pas dû monter au front, mais ils sont montés, mais ils sont plutôt pour tenir les tranchées que pour combattre. Donc il n'y a rien de saillant, il n'y a pas de spectaculaire dans ce livre. Mais comme M. Faget était originaire du département du Gers, qui est un département connu, entre autres par sa gastronomie, il nous raconte tous les colis de nourriture qu'il reçoit de la famille, et c'est extraordinaire. Mais quelqu'un qui s'intéressera à la guerre de 14-18 ne va pas aller obligatoirement acheter un livre de gastronomie du Gers, quelles que soient ses qualités. Et donc il a tiré ça confidentiellement à 100 ou 150 exemplaires dont il a donné des copies à la famille, ou moi j'en ai reçu parce que j'étais en relation avec lui, enfin bon voilà. Mais ça nous amène à poser le problème du biais qu'introduit la publication. C'est-à-dire que si vous ne considérez que les grands textes, que ce soit les grands écrivains, Barbus, Funevoix, etc., ou les livres extraordinaires, comme celui de New York Times, ou de Dominique Fischer, ou du jeune habitant de Castres, qui s'appelle Victorin Best, qui est aussi de très grande qualité, vous ne voyez qu'un aspect des choses. Or, Faget, lui aussi, c'est un soldat de la guerre de 14. J'en ai un autre qui s'appelle Émile Banquet, qui écrit à sa femme, et qui, du premier jour de la guerre au dernier jour de la guerre, raconte qu'il s'ennuie. Il s'ennuie. Vous ne pouvez pas vendre ça à des lecteurs, vous comprenez. Et pourtant, voilà, ça a existé aussi. Donc le biais de la publication, c'est quelque chose qu'on peut souligner. À Toulouse, la maison Privat a lancé 2 collections. La première, ici, qui est représentée par plusieurs livres, mais en voilà déjà 2 ici, et sur laquelle je demanderai à Alexandre Lafont de nous dire quelques mots, puisque c'est lui qui a publié le livre C'est si triste de mourir à 20 ans, des lettres d'un combattant, et je lui demanderai également de profiter de son temps de parole de 10 minutes pour présenter la thèse qu'il a soutenue et qu'il a fait publier sous le titre La camaraderie au fond, dans laquelle il s'est servi évidemment de très nombreux témoignages. Alexandre, c'est à vous. Merci. Donc, il me revient d'évoquer cette question du témoignage à travers l'angle de la publication, puisque de la collecte, il s'agit aussi de pouvoir offrir au public, en quelque sorte, ces témoignages dont on a beaucoup parlé depuis tout à l'heure, avec leur dispositif, leur appareillage critique, les notes et la possibilité aussi donnée au grand public de pouvoir comparer une série donc de témoignages et à partir de ces mémoires d'écrire une histoire thématique, et en particulier je me suis intéressé moi à une histoire sociale des tranchées à travers la notion de camaraderie. Ce passage par la publication est importante. Je signale, avant de passer aux éditions Privat, donc dans le cadre de cette journée, d'évoquer la publication très récente de la Grande Guerre des Français, qui est en fait, à la suite de la Grande Collecte, la publication de 1200 documents qui ont été justement collectés en 2014. Le livre, vous pouvez le trouver aujourd'hui dans les meilleures librairies, et il est présenté par une docteur, et aujourd'hui maître de conférence, qui est Clémentine Vidal-Naquet, et qui a travaillé justement sur les sources, en particulier intimes, produites pendant la Première Guerre mondiale. Parce qu'il s'agit évidemment de témoignages à la fois de soldats, mais aussi, on en a peu parlé jusqu'à présent, de civils. Donc vous pouvez retrouver ces fruits du fort privé lié à la Grande Collecte à travers ce livre, donc publié par la mission du centenaire, La Grande Guerre des Français. Je reviens donc à mon sujet. La publication de témoignages, elle a été extrêmement vive et dynamique à Toulouse.
On peut évidemment relier cette effervescence éditoriale à la présence évidemment de Rémi Casals à l'université de Toulouse, le Mirail à l'époque, aujourd'hui Jean Jaurès, à travers la première collection qui s'intitule Témoignages pour l'histoire. Et il faut évidemment contextualiser à minima cette effervescence autour de la question du témoignage. Nous sommes au début des années 2000. Louis Barthès donc, a été publié en 1978 exactement. Donc nous étions dans une phase de la mémoire de la Grande Guerre où commençait à apparaître justement le témoignage des soldats en tant que tel et l'expérience combattante individualisée à travers justement et en particulier des témoignages populaires. Au début des années 2000, nous étions dans une sorte de revival de la Première Guerre mondiale, de la mémoire de la Première Guerre mondiale, c'est comme ça que le note l'historien Nicolas Offenstadt, un retour du mémoriel, et en particulier à travers ces témoignages que on retrouvait, on réinventait, et dans le cadre en plus, et je voulais insister là-dessus, d'une polémique historiographique, sinon une guerre des tranchées entre historiens, qui renvoie donc à un article du Monde de l'époque, où deux tendances, pour ne pas dire deux écoles, étaient rentrées en polémique autour de la question justement de la présence des soldats dans la guerre, de leur ténacité. Les uns y voyant une contrainte à la guerre, et on a eu tout à l'heure le témoignage de Dominique Richard, sur lequel ces historiens, et en particulier du CRIT 14-18, se sont appuyés, et de l'autre, l'importance donc du consentement à la guerre, consentement patriotique, qui expliquerait évidemment la ténacité de l'ensemble de ces soldats dont on ressortait les témoignages. Donc cette première collection des éditions Privat s'articule autour de témoins. Donc le premier, les carnets d'Arnaud Pomiron, qui ont été publiés avec l'appareillage critique proposé par Fabrice Papola, donc qui est dans la salle ici, et docteur en histoire de l'université Jean Jaurès. Et donc le second, la correspondance d'un soldat de 21 ans, Henri Despérières, originaire du Lot-et-Garonne, qui a donc mis en place une correspondance nourrie avec sa famille entre août 1914 et même avant la guerre, puisque ce qui est intéressant aussi à travers ces témoignages, c'est d'en montrer la contextualisation chronologique, puisqu'il commence à écrire à ses parents lorsqu'il est à la caserne, donc avant la guerre. Et on peut voir justement et étudier le basculement de ce jeune conscrit dans l'aventure de la guerre, pour ensuite le suivre jusqu'en septembre 1915 où il disparaît sur le champ de bataille dans la Marne, et il sera déclaré mort pour la France en 1921, c'est-à-dire bien après la guerre, puisqu'on n'a jamais retrouvé son corps. L'intérêt de ce témoignage, évidemment, en le comparant à d'autres, il ne s'agit pas de dire que Henri Despérières porte en lui la totalité d'expérience combattante de la guerre, mais de montrer, par exemple, quels ont été les ressorts de la mobilisation en août 1914, puisqu'on a un soldat qui, enfermé dans une caserne à Toulouse, le 14e régiment d'infanterie, s'ennuie beaucoup, semble perdre son temps, il est titulaire du certificat d'études également, et il doit faire ses études, en tout cas poursuivre ses études. Donc il s'ennuie dans cette caserne, dans un service militaire qui est à l'époque, je vous le rappelle, de 3 ans, et on voit deux ressorts de la mobilisation qui montrent ce pourquoi il a adhéré à la guerre en particulier au mois d'août, au moment de la mobilisation. Le premier, c'est cet ennui à la caserne. Le deuxième ressort, c'est le fait de pouvoir partir à l'aventure. La déclaration de guerre, c'est l'ouverture de l'espace et se dire que l'on va pouvoir participer soi-même à l'aventure et à partir dans cette histoire, dans cette grande histoire, et appartenir à cette grande histoire. Et évidemment, il y a une mise en scène du départ du régiment entre la caserne et la gare qui fait que là aussi le soldat se redresse, puisqu'on parle du dressage des corps, le soldat se redresse et crâne, c'est le mot qu'il utilise, devant la population au moment où il part au combat. Mais très vite, l'épreuve du feu sera là et il va
désenchanter évidemment, et ces deux facteurs mobilisateurs vont disparaître. À noter que nous avions le témoignage des lettres d'Henri Desperrières, et que nous avons eu la chance parce que dans ces lettres, il parle beaucoup de la pratique photographique. Il dit qu'il demande un appareil photographique et il demande à faire des photos au front parce qu'évidemment, il aurait des vues sensationnelles à donner. Et il parle beaucoup, j'ai fait telle photo, et nous n'avions pas les clichés. Et le descendant d'Henri Desperrières, lors d'une conférence, et c'est très émouvant, hein, l'invention du témoignage, est venu me voir à la fin et m'a sorti une boîte dans laquelle il y avait 40 photographies. Et ces 40 photographies, annotées, originales, annotées d'Henri Desperrières, ont pu venir compléter le témoignage écrit, et c'était assez évidemment émouvant. Et on a pu justement vérifier la véracité du témoignage écrit en comparant les photos sur pièce. Hein, et ça, elles sont aujourd'hui aux archives départementales du Lot-et-Garonne. Voilà le contexte de cette publication. Donc, témoignage pour l'histoire, la place du témoin dans l'histoire de la Grande Guerre, au centre, évidemment, de l'écriture de l'histoire. Et j'ai pu donc utiliser ce témoignage, en particulier dans la thèse que je faisais alors, que j'écrivais alors, sur la camaraderie au front, c'est-à-dire ce souci derrière l'usage du terme camarade, très utilisé par les anciens combattants dans le monde combattant d'après-guerre, d'essayer en fait de retisser le fil vers l'expérience vécue des soldats pour se demander comment était vécue la notion de camaraderie, non pas après-guerre, dans une notion et une représentation reconfigurée, mais quels étaient les camarades en fait dans la Grande Guerre. Et ce passage des représentations au vécu, à l'expérience, des représentations aux pratiques, a permis de montrer la profondeur des relations tissées pendant la guerre, retrouver l'expérience sociale, évidemment, dans l'expérience combattante, et montrer aussi que cette expérience sociale, elle a été, évidemment, très différente entre les individus, entre les grades, entre les armes, et que la camaraderie rêvée de l'après-guerre, reconstituée, n'était pas celle du front. La deuxième collection, et j'en terminerai là, c'est une collection qui est née à l'origine au moment du centenaire de la Première Guerre mondiale et qui s'intitule « Destin de la Grande Guerre ». Plusieurs témoignages, si on avait écouté Jaurès, témoignage de Charles Patard, témoignage d'Albert Jurquet aussi, intéressant parce que nous n'avons pas là un combattant, mais un fonctionnaire de la préfecture de Mende, en Lozère, manière aussi de réintroduire le témoignage, non pas seulement à travers les combattants, mais il y a beaucoup de civils, hommes, femmes, enfants, qui ont témoigné, et sur des supports très variés. Nous avons, par exemple, lors des commémorations du centenaire, proposé une exposition sur les dessins d'enfants, dessins fonds et spectaculaires de dessins d'enfants de 14 à 18, de 3 écoles de Montmartre, qui sont conservés aujourd'hui au musée de Montmartre, et par les amis du musée de Montmartre d'ailleurs. Saluons le travail patrimonial évidemment de l'ensemble de ces associations, dont deux nous font le plaisir de monter cette journée. Destin de la Grande Guerre parce que le centenaire, et Antoine Pro l'a dit dans un article de 2013, est un centenaire qui vient d'en bas et qui appelle justement le retour de ces expériences individuelles et s'appuie sur cette mémoire généalogique de la Grande Guerre. Et nous avons, publié avec Colin Miège les photographies de Désiré Sy, qui était un officier du génie et qui était avant-guerre déjà spécialisé, un amateur éclairé de photographie et qui va développer son art dans les tranchées. Je vous invite à prendre connaissance de ces vues qui sont magnifiques et qui permettent là aussi, par l'image, de corroborer les propos tenus par le soldat, par l'officier dans ses carnets, mais d'aller aussi plus loin, et ce n'est pas l'objet ici, puisque l'image nous donne aussi à lire des éléments du fort privé, de la sociabilité que nous ne verrions pas dans les lettres ou les carnets. Voilà en quelques mots ce que je voulais dire sur l'importance de cette publication des témoignages, de cette mise à disposition auprès du public,
Et parce que nous sommes en terre de rugby, souligner aussi la publication par les éditions Priva il y a quelques jours d'une biographie de Maurice Boyau. Maurice Boyau, qui était donc un as de la Grande Guerre, disparu en 1918, mais qui était surtout un international de rugby, qui a donné son nom au stade de Dax aujourd'hui, Maurice Boyau, et qui me ramène donc aux commémorations du centenaire. Voilà une petite, puisqu'on parle beaucoup des commémorations depuis tout à l'heure, une petite école de l'Aveyron, Saint-Félix-sur-Sorgue, a travaillé sur Maurice Boyau, sur ce témoignage, ce parcours de guerre d'un rugbyman et d'un as de la Grande Guerre, et a donné son nom, Maurice Boyau, à l'école du village, à l'occasion d'un travail pédagogique mené par la classe. Donc, je voulais souligner cette capillarité en quelque sorte entre les commémorations, ce retour des témoignages, cette individualisation des témoignages à travers leur publication, c'est essentiel, et j'espère que c'est un vœu, la fin du centenaire, et vous l'avez souligné, ne marquera pas la fin de cette collecte de témoignages, de cette publication, de cette mise à disposition, mais au contraire pourra conserver que ce centenaire poursuive sa dynamique. Très bien, souhaitons-le. Alors que la première collection de Priva, qu'on a vu tout à l'heure sur l'image, évoquait surtout des témoignages régionaux, on va dire, ou régions au sens un peu large, la deuxième collection va beaucoup plus loin, puisque j'en ai choisi deux, mais il y en avait beaucoup d'autres aussi. Le premier nous concerne directement, hein, c'est cet épicier normand qui s'appelle Charles Patard et qui écrit à son frère depuis les tranchées: ah, si on avait écouté Jaurès, on n'en serait pas là. Et l'autre, c'est aussi assez extraordinaire puisque c'est le témoignage traduit du russe d'un de ces soldats russes venus en France pour combattre sur le front de l'Ouest. C'est Stéphane Ivanovitch Gavrilenko, et donc c'est quelque chose d'un peu original que ce soit publié ici à Toulouse. Alors également, on peut, comme Alexandre l'a dit à propos de son livre sur la camaraderie, on peut se servir largement des témoignages du 14-18 pour faire vivre un thème. Et en ce qui me concerne, j'étais au début de l'année à la réunion du conseil scientifique de la mission où on évoquait les grandes manifestations qui allaient avoir lieu autour du 11 novembre avec des quantités de chefs d'État qui vont venir à Paris, etc. Et puis moi je me suis dit, mais les chefs d'État, bon d'accord, les grandes manifestations, d'accord, mais est-ce qu'on pourrait voir ce qui se passait à la base parmi les simples soldats ou civils aussi, puisque il est intéressant, vous avez la liste des chapitres en quelque sorte à gauche, il est intéressant de voir un petit peu ce que chacun a pu éprouver. Alors ici, sans oublier les prisonniers de guerre, bien sûr, et avec deux catégories que l'on connaît peut-être un peu moins bien. La première, ce sont les civils en pays occupés, puisque les parties du nord et de l'est de la France étaient occupées par l'armée allemande pendant la plus grande partie de la guerre. Donc comment ont-ils vécu, comment ont-ils apprécié, beaucoup plus que le 11 novembre précisément d'ailleurs, que ça peut être parfois le 9, le 10, c'est-à-dire le départ des derniers Allemands et l'arrivée des premiers soldats alliés, français, anglais, canadiens ou autres. Et puis le plus original peut-être encore, c'est que contrairement à ce qu'avait annoncé Clémenceau, à partir du 11 novembre à 11h, aucun soldat français ne sera sous le feu des obus ennemis. Eh bien c'est faux, puisqu'il y a des soldats français qui ont continué à combattre. La guerre n'est pas finie le 11 novembre. Ils ont en particulier combattu les bolcheviks. Et j'ai des témoignages de soldats français qui se trouvaient à Arkhangelsk, dans le nord, d'autres qui se trouvaient à Odessa, dans le sud. Et alors, le plus remarquable peut-être, ce cultivateur audois qui n'était jamais sorti de son petit village à côté de Carcassonne et qui, le jour de l'armistice 11 novembre 1918, se trouve à Novosibirsk. Et pas tout seul, hein, avec évidemment le bataillon colonial sibérien, sous commandement japonais d'ailleurs en plus, et il continue encore pendant quelques semaines à se battre contre les bolcheviks. Hein, ça c'est vraiment tout à fait original. Et je ne dis pas
que c'est grâce à ce témoignage-là qu'on connaît la question. Il suffit d'aller aux archives de l'armée à Vincennes et on a des dossiers sur le bataillon colonial sibérien, bien entendu. Mais c'est intéressant d'avoir quelqu'un qui était là sur place. Bon, après la collecte et la publication, l'analyse des témoignages. Et vous avez là, à gauche, la couverture du fameux livre de Jean Norton Cru, le gros livre Témoins, qui est un livre tout à fait extraordinaire. C'est une analyse des témoignages publiés de combattants français jusqu'à 1929. Témoignages publiés, mais en disant que dans les tiroirs ou dans les greniers, il y avait encore beaucoup d'autres témoignages qui sont sortis. Et pour le centenaire, avec encore un autre éditeur toulousain, les éditions Midi-Pyrénéennes, dont le directeur est ici, je l'ai aperçu tout à l'heure, nous avons publié ce livre collectif 500 témoins. 33 historiens y ont participé, quelques-uns d'entre eux sont ici parmi nous. Et nous avons été également très fiers d'avoir comme couverture un dessin de Tardy, qui est le fameux dessinateur, et un dessin qui nous a été offert tout à fait gracieusement, c'est tout à fait typique de Tardy. D'un livre à l'autre, on s'aperçoit qu'il y a un rééquilibrage social qui est fait au moins en partie. Quand on regarde la profession des 250 témoins analysés par Norton Cru en 1929, on s'aperçoit que 78% appartiennent aux classes dirigeantes et intellectuelles, 22% au monde étudiant, mais à l'époque, les étudiants allaient devenir à leur tour intellectuels ou classes dirigeantes, classe populaire, rien. Un, peut-être, sur 250, et encore, on n'est pas tout à fait sûr qu'ils soient vraiment de classe populaire. Avec notre livre du centenaire, 500 témoins, donc déjà il y en a 2 fois plus. Certes, le rééquilibrage est loin d'être parfait, puisqu'il y a encore les classes dirigeantes et étudiants sont la moitié, mais il y a quand même au moins la moitié, 50% des notices qui concernent des cultivateurs, des artisans, des ouvriers, des petits commerçants, des instituteurs de village, etc. Donc, on a quand même, depuis une trentaine d'années, peut-être même depuis la publication de Louis Barthas. Je crois que la publication de Louis Barthas a été un déclic, qui a déclenché un petit peu la recherche. Alors, juste un mot de conclusion, mais je passerai très vite parce que ça concerne plutôt le monde des historiens. Bon, il y a des historiens qui disent, mais à quoi bon continuer à chercher des témoignages, on a déjà tout dit, c'est pas la peine, mais c'est inexact, on trouve toujours soit à confirmer certaines idées qu'il est bon de confirmer, soit on trouve du nouveau. Moi, récemment, j'ai trouvé les carnets d'un sous-marinier français. Un sous-marinier français, c'était rarissime, mais Jacques Sénat n'avait pas trouvé ça, on ne saurait rien, sur la guerre des sous-marins, qui, en fait, pour celui-là en tout cas, consistait surtout à réparer les avaries du sous-marin. Il faut bien le dire. Également, certains historiens ont dit, mais non, il y a une dictature du témoignage, c'est trop